OK, on y va avec la première question. Une école même libre est-il un lieu assez épanouissant pour un enfant? L'école de la vie n'est-il pas le seul lieu valable? Bon, effectivement, l'école libre n'est pas nécessairement une école intelligente. Elle peut l'être, elle peut ne pas l'être. Donc, ce n'est pas parce qu'on y met un mot à un moment donné que ça change des choses. L'école de la vie n'est-elle pas le seul lieu valable? Oui. Maintenant, il faut bien comprendre que la vie se vit autant dans les écoles, dans les maisons, dans les prisons, que dans la société, que dans la nature. Alors donc, on peut avoir une école de la vie dans une école. Ça va de soi. La famille est une école de la vie. Le système de professeurs-élèves est une école de la vie. Alors donc, il faut faire attention. Ça ne veut pas dire que on doit éduquer l'enfant, on doit le laisser dans la nature et puis tout oublier. L'enfant doit apprendre à parler, l'enfant doit apprendre à compter, parce que le phénomène de la mathématique lui permet de développer son système neuronique au niveau du cortex cérébral. Donc, ça lui permet à un moment donné d'avoir une conscience plus étendue, d'avoir un mental plus fort et plus vite. Donc, normalement, l'ordinateur est un jouet assez intéressant pour l'enfant nouveau. L'enfant qui, par exemple, est laissé tout à fait librement dans la nature, un enfant qu'on n'envoie absolument jamais à l'école, va passer à côté de l'un des plus grands systèmes d'éducation par rapport à la vie, parce que la société est la réplique de nos écoles. Disons que l'école est la réplique de la société. Or, c'est donc intéressant que l'enfant aille à l'école. Maintenant, il faut que l'enfant apprenne à parler, il faut que l'enfant apprenne à écrire, il faut que l'enfant apprenne à lire, il faut que l'enfant apprenne à compter. C'est les seules structures de base. L'enfant doit apprendre dans l'immédiat terme. Toute l'éducation de l'enfant doit être faite au niveau du long terme. C'est-à-dire que l'enfant doit apprendre des choses qui vont lui servir toute sa vie. C'est ça, éduquer au niveau du long terme. On ne doit jamais instruire un enfant de choses qui ne sont pas utiles pour lui présentement, mais qui le seront dans 15 ou 20 ans. Jamais. C'est ce qu'on fait pourtant dans nos écoles. Apprendre à parler, oui. Par la suite, apprendre à ajuster sa parole. Parce qu'en ajustant sa parole, il va apprendre à ajuster sa pensée. Il doit apprendre à compter. À compter parce que ça développe le phénomène mental et ça va lui permettre aussi de régir un peu sa vie. L'enfant doit apprendre à jouer, mais il doit savoir que le jeu est intelligent. Donc, pour comprendre que le jeu est intelligent, il doit voir les adultes jouer. Sinon, il comprendra que le jeu, c'est quelque chose qu'on adresse aux petits et que lorsqu'on devient grand, on ne le fait plus. L'enfant doit donc aller dans un système scolaire. L'enfant doit apprendre ce genre de choses et le meilleur pédagogue dans le système actuel devra rester le parent. Monoparental ou biparental, il devra rester le parent. Ici, au niveau du centre de l'universalité, étant donné que je travaille ici, c'est évident que je colore un peu ce qui se passe au centre. Ben, il y a des systèmes d'éducation qui sont en train d'être adaptés au niveau de l'enfant et il y a un système d'éducation qui présentement est déjà accessible à l'enfant et c'est l'ORDEM, l'entraînement de l'intelligence en mouvement, qui est une pédagogie instantanée de l'adaptation. Donc, ce cours s'adresse aussi aux adultes, mais disons qu'on parle de l'enfant aujourd'hui, alors on a un cours qui s'adresse aux enfants. Et il y aura de toute façon prochainement un autre cours qui va commencer, où l'enfant est obligé d'apprendre ce que veut dire adapter. S'adapter, et s'adapter non pas après moult réflexions, s'adapter instantanément. J'explique souvent à ceux qui donnent les cours, d'ailleurs moi-même j'enseigne aux enfants, mais il y a aussi d'autres personnes qui enseignent, de toujours conserver l'idée que l'enfant vient et que l'enfant vient pour jouer. Donc, lorsqu'on a un enfant, par exemple, dans une classe, et l'enfant n'apprend rien, ce n'est pas grave. L'enfant n'est pas encore conçu pour apprendre. L'enfant est là pour vivre. Apprenant à vivre dans un cadre intelligent, il apprendra à survivre. Apprenant à survivre, il sera capable d'apprendre tout ce qu'il aura besoin lorsque, pour sa survie, il en aura besoin. Alors, lorsqu'un être humain, à un moment donné, décide de voyager, il sera capable d'apprendre une autre langue. Ce n'est pas nécessaire de le forcer à l'apprendre lorsqu'il n'en a pas encore besoin. C'est évident que si on parle de l'anglais, par exemple, et on dit à l'enfant que apprendre l'anglais plus tard, ça va lui être utile. Mais non. Présentez-lui donc des amis en anglais. Mettons les écoles mixtes immédiatement et forçons-le à un moment donné. Je vais donner un exemple peut-être banal. On aurait au niveau de l'école secondaire, toutes les filles sont anglaises, tous les gars sont français. Et vice-versa les autres écoles. Ben, c'est pas long que les gars vont apprendre l'anglais, que les filles vont apprendre le français. Vous voyez? Et on n'aura pas besoin de les punir, de les forcer, etc. Là, il y aura une raison intelligente dans l'immédiat terme pour apprendre une langue. Alors, il y a plusieurs choses. À un moment donné, on se dit, oui, mais s'ils apprennent pas ça plus tard, qu'est-ce qu'ils vont faire?
S'ils ont appris à apprendre, ils potentiellement, ils savent tout. C'est frustrant pour plusieurs adultes qui ont passé leur vie à mémoriser des choses, comme les langues mortes, comme un paquet de choses qui ne servent pas, qui auraient pu, mais qui ne servent pas. L'enfant doit apprendre qu'il peut apprendre, il doit apprendre comment apprendre. Et ça, c'est la base même de l'éducation. Alors donc, l'enfant dans un cadre libre, non. Pour l'instant, c'est le pédagogue, c'est l'éducateur, c'est le parent qui surtout doit servir à ajuster l'éducation extérieure à l'éducation de l'interne au niveau de la maison. Il y a des cours ici qu'on va de plus en plus adapter au niveau de l'enfant. Maintenant, c'est évident que, normalement, ce qui est le plus souhaitable, c'est que les parents fassent le cours et le donnent aux enfants. C'est évident qu'il y a certains cours que certains parents ne peuvent pas faire. C'est sûr qu'un cours comme l'Ardem, qui est quand même un cours, une forme d'art martial nouvelle, c'est-à-dire que c'est une forme nouvelle, ce n'est pas tiré des arts martiaux de l'Antiquité. C'est un art de combat pour la paix, c'est-à-dire que l'enfant, ainsi que l'adulte, mais on parle encore d'un enfant, apprend à s'ajuster, il apprend à vivre avec la vie, il apprend par exemple à faire un combat, il apprend à ne pas, dans les termes conventionnels, gagner, donc il apprend à perdre, mais il apprend aussi qu'il ne peut pas perdre, parce que lorsqu'il a fait un combat, prenons un combat avec contact, ça ressemble peut-être un peu au judo. Lorsqu'à un moment donné, il fait une chute parce que l'autre, son partenaire, lui fait un mouvement dans un combat, il réussit son mouvement. Eh bien, on peut lui dire, pendant ta chute, tu étais distrait. Pendant ta chute, tu étais stressé. Une fois rendu au sol, tu as paru peut-être déprimé ou tu as paru déçu. Tu as donc perdu parce que tu n'as pas réussi à gagner en faisant une chute, correct. Alors, l'élève qui fait un mouvement a autant à apprendre que l'élève qui se fait faire le mouvement. Et comme on va expliquer souvent, gagner, perdre, ça n'existe pas. Si un jour vous devenez immortel, vous aurez gagné. Mais en attendant, ce n'est pas parce qu'à un moment donné, dans un événement, l'humain s'en sort efficacement qu'il a gagné. Parce qu'il reste encore toute la vie. L'humain joue avec la vie. Il ne joue pas avec un autre individu. Il ne joue pas avec un arme à feu. Il ne joue pas avec un examen d'école. Il ne joue pas avec un billet de loterie. Il ne joue pas avec des quilles. Il ne joue pas avec une balle ou une rondelle. Gagner et perdre, ça n'a aucun sens. Pas du point de vue cosmique, pas du point de vue réel de l'homme. Ça a un sens du point de vue d'une conscience nombritique, du point de vue d'une conscience de compétition. Lorsqu'on éduque l'enfant à toujours être en compétition, l'enfant finit par se dire « je dois être meilleur ». Et l'enfant découvre rapidement que pour être meilleur, il y a deux solutions. M'améliorer ou discréditer les autres. Lorsqu'on a deux équipes de hockey, l'équipe qui gagne, apparemment. Est-ce qu'elle est la meilleure? Elle est meilleure que l'autre, mais est-ce qu'elle est une bonne équipe? Ça ne veut rien dire, tout est relatif. D'un an après, cette équipe qui, à un moment donné, avait perdu, gagne. Est-ce qu'elle s'est améliorée? Ou si c'est l'autre qui en a perdu? Mais elle gagne pareil. Alors finalement, la compétition ne prouve pas qu'on s'améliore, elle prouve que l'on compare. Et lorsqu'on a une éducation compétitive, comme on a encore dans nos sociétés, l'enfant apprend à comparer, il n'apprend pas à s'améliorer. On ne s'améliore pas. Par exemple, je veux être meilleur que Michel, alors je n'ai qu'à dire qu'elle, c'est un imbécile. Donc, c'est réglé. Est-ce que je me suis amélioré? Non, mais je l'ai rabaissé, donc je suis meilleur. C'est le système de la compétition. Et c'est le système aussi de la compétition souvent au niveau des entreprises. On discrédite une autre compagnie pour être meilleur. Au niveau des partis politiques, c'est le même phénomène. On n'améliore pas le parti, on descend à l'autre parti. Donc, automatiquement, on devient plus haut. Alors, ce qui fait que l'école de la vie, elle est partout. Et on est dans une société qui n'est pas lésinée. Et évidemment, l'enfant doit apprendre le plus vite possible à jouer avec la société. Donc, il doit apprendre des choses, il doit apprendre qu'il peut apprendre, il doit apprendre comment apprendre, et après, il apprendra au rythme qu'il aura besoin. On va dire oui, mais l'enfant ne se trouvera pas d'emploi plus tard. Peut-être qu'il n'en trouvera pas. Peut-être qu'il va en créer, par exemple. Parce que s'il a su jouer avec la vie, il jouera aussi bien avec tout ce qu'il aura joué. Au niveau de l'éducation, les parents, immédiatement, les parents qui ont des enfants et qui ont une suffisamment bonne relation avec l'enfant, ceux qui n'en ont pas encore une suffisamment bonne devront apprendre à apprivoiser l'enfant. Ça prend un certain temps. À un moment donné, de toute façon, je vais faire un séminaire de 2 jours, un séminaire intensif sur l'éducation de l'enfant. Et possiblement un jour que je ferai un séminaire intensif sur l'éducation de l'adulte, séminaire que j'offrirai aux enfants. Bon. Pour l'instant, on revient donc avec ce phénomène. Dans la
Au niveau de l'apprentissage, le premier apprentissage chez l'enfant, c'est le cadre d'écologie. C'est-à-dire, l'enfant doit connaître, doit apprendre ce qu'est qu'un écosystème. Souvent, l'adulte ne le sait pas lui-même. L'enfant doit apprendre que toute sa réaction, que toutes les actions qu'il porte vont créer des réactions dans l'entourage, que ces réactions-là deviennent des actions pour l'entourage, qui vont créer des réactions chez lui. L'enfant qui, à un moment donné, se bat avec un élève, il peut finir par être détesté de la classe. C'est la réaction à son action. L'enfant qui, à un moment donné, vole, subira les conséquences de ses actes. Et il ne doit pas apprendre à ne plus faire cela pour ne pas subir la conséquence. Il doit apprendre qu'en faisant ces choses, il y a des conséquences et que dans les conséquences, il y a des conséquences écologiques, appelées traditionnellement bonnes, et des conséquences inécologiques, appelées traditionnellement mauvaises. Sauf que dans l'écologie et l'inécologie, il n'y a pas de place pour la demi-mesure, tandis qu'entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, il y a la place pour toute la coloration entre les deux. C'est bon, mais c'est plus bon, c'est mauvais, mais c'est pas si mauvais que ça. Écologique ou inécologique ne laisse pas la place, il n'y a pas de demi-mesure dans la réalité. C'est ou ce n'est pas. Lorsque l'enfant apprend ces choses, il apprend évidemment qu'il a la possibilité d'agir, c'est-à-dire d'actionner, de manipuler l'extérieur. Et on sait très bien que l'enfant nouveau, l'enfant transitif, manipule l'extérieur assez rapidement. Alors, lorsque l'enfant a appris qu'il peut apprendre, qu'il a appris comment apprendre, donc qu'il a appris ce qu'était qu'un cadre écologique, on doit instruire l'enfant de ce que c'est que la manipulation. Un mot qui fait peur et qui pue au nez la majorité des instructeurs, eh bien, on doit montrer à l'enfant comment manipuler autrui. Ça fait partie de l'éducation parce que l'enfant, si on ne lui montre pas comment, il l'apprendra lui-même. Et si on lui montre comment, on pourra lui montrer à manipuler d'une façon pédagogique, écologique, tandis que s'il l'apprend sur le tas, il risque fortement d'apprendre à manipuler d'une façon inécologique. Celui qui, à un moment donné, donne des bêtises à quelqu'un, manipule d'une façon inécologique. L'élève qui veut pousser son professeur à la dépression nerveuse, manipule d'une façon inécologique. L'élève qui devient leader d'une gang, quand on parle de gang, je ne parle pas d'un groupe, donc parlons donc d'une gang, disons, prédélinquant, manipule d'une façon inécologique. Celui qui, à un moment donné, conduit rapidement, celui qui aime faire peur avec son auto, celui qui aime faire crier ses pneus, manipule la société d'une façon inécologique. Le voleur manipule d'une façon inécologique. Et etc., 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 etc. Donc, il doit apprendre à manipuler. Le gars veut coucher avec une fille, il peut manipuler d'une façon inécologique. Il va faire des menaces, il va la traiter de ceci ou de cela, d'anormal, il va lui sortir un couteau, il va carrément la violer. Il peut apprendre à manipuler d'une façon écologique. C'est-à-dire que tu peux manipuler, et si la fille accepte, le gars va être content. La fille peut manipuler avec, et s'il arrive ceci ou cela, c'est une chose. Et évidemment, l'enfant doit apprendre qu'il ne peut pas se sentir coupable, parce que de toute façon, ce qui est manipulé ne peut être manipulé au-delà de la faculté qu'ils ont d'être manipulés. C'est-à-dire que si à un moment donné, un enfant convainc, prenons encore l'exemple du petit gars qui convainc une petite fille de se déshabiller dans la classe, quand ils sont tous les deux seuls, la petite fille, elle est manipulable à ce point-là, donc l'enfant n'a pas à se sentir coupable de l'avoir manipulée jusqu'à sa limite. Évidemment, l'enfant peut, à un moment donné, les adultes rendent. Si ce sont des adultes nouveaux, il n'y a personne qui va s'en frustrer. Et il n'y a pas un enfant bien éduqué dans son intelligence qui va penser d'une façon inécologique au corps d'une fille ou d'un gars. C'est évidemment dans l'éducation inécologique de la société moderne où, à un moment donné, on finit par penser que le corps est quelque chose de sale, surtout les parties reproductrices, alors que reproduire et mettre au monde des enfants, c'est ce qui, dans la société actuelle, est peut-être ce qu'il y a de plus beau, mais tout le processus, c'est ce qu'il y a de plus laid. Alors, à un moment donné, on finit par se poser des questions. C'est évident que ça crée des adultes et ça crée des enfants qui auront des problèmes régulièrement, parce que tout ce qui est tabou chez l'enfant, et chez l'enfant nouveau encore plus, est quelque chose qui doit être dépassé. La loi, elle est là pour être dépassée. Si l'enfant apprend à manipuler d'une façon écologique, il saura que la loi, elle est là pour être ajustée. Lorsque l'homme grandit, la loi doit grandir avec. Tandis que présentement, lorsque l'homme grandit, il doit grandir malgré la loi. Alors donc, on doit instruire l'enfant, on doit expliquer à l'enfant. Et le cadre actuel, c'est la vie, oui. On doit donc le laisser vivre des expériences, tout en faisant attention aux 4 paramètres que j'ai énumérés lors de la première partie. Et évidemment, on doit expliquer à l'enfant ce qu'est qu'un écosystème, un cadre écologique. Et par la suite, on doit l'instruire de quelle façon on doit manipuler. Il y a une personne à un moment donné qui est aveugle et elle a peur de traverser la rue, et puis l'enfant se rend compte de l'inécologie du phénomène. Il aimerait pouvoir faire quelque chose parce que selon lui, c'est intelligent d'avoir des yeux de voir. Alors on lui explique que la nature fait des choses et que ces choses ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont ce qu'elles sont.
Alors l'enfant peut dire oui, mais il doit y avoir un moyen de faire quelque chose. Eh bien, on peut lui dire oui. Une des choses qui est intéressante à faire, parce que ça économise de l'énergie dans nos sociétés, et l'enfant qui apprend, ce qu'est un cadre écologique, apprend à sauver l'énergie. Pas son énergie, mais l'énergie. Et tout doit être bâti dans l'éducation primaire de l'enfant, de cette façon, l'éducation élémentaire. C'est-à-dire que si la personne qui est aveugle se fait frapper, ben ça fait une personne de moins sur la planète. C'est une personne qui a de l'utilité, c'est une personne qui apporte des choses intelligentes, c'est une personne qui énergétiquement est rentable. Le fait de la frapper, ça crée un stress, ça crée un remous. Ça crée des dépenses au niveau social, ça crée des dépenses au niveau énergétique, pas seulement au niveau monétaire. Donc, ça devient écologique de faire en sorte que les humains ne se fassent pas frapper et que les humains ne se fassent pas tuer. C'est écologique. Pourquoi? Parce que la nature doit prendre 9 mois de gestation pour bâtir un humain. Cette personne-là, elle a peut-être 40 ans. La nature doit donc prendre 40 ans et 9 mois pour arriver à créer un adulte de cette envergure-là. Ça prend du temps et ça prend de l'énergie. Donc, il devient écologiquement rentable de sauver l'individu. Alors, si l'enfant comprend ce phénomène, à un moment donné, il va vouloir aller aider l'aveugle à traverser la rue, ou il voudra faire des choses, ou il voudra changer les choses, ou il engueulera les chauffeurs qui ne veulent pas arrêter, ou il fera quelque chose, il s'impliquera selon ce qu'il a à s'impliquer. L'enfant va apprendre à s'ajuster par la manipulation. Alors, à un moment donné, il va peut-être s'approcher de l'aveugle et il va dire à la personne, est-ce que je peux vous aider? L'aveugle a peut-être été échaudé. Il y a plusieurs enfants qui l'ont toujours fait traverser des places où il ne voulait pas aller. Alors, elle peut lui répondre bêtement non. L'enfant qui a su manipuler sait que ça reste intelligent de l'aider. Alors, il manipulera l'aveugle pour apprivoiser l'aveugle, pour l'acheter. De façon à ce que l'enfant puisse l'amener quelque part, et l'enfant lui dira, il y a des enfants qui sont pas corrects, il y en a qui sont corrects, écoute-les, puis apprends à les reconnaître par leur voix. Mais il aura manipulé l'adulte d'une façon convenable. La manipulation, elle est essentielle au niveau de l'éducation parce que l'adulte doit manipuler l'enfant pour l'éduquer. Et évidemment, l'enfant manipule l'adulte pour arriver à se sortir des griffes de l'adulte. Donc, on doit montrer à l'enfant comment manipuler. Et c'est la même chose pour soi. Je veux de l'avancement, je vais voir mon patron, je le manipule et j'ai l'avancement. C'est correct. Lorsque l'enfant voudra se trouver un emploi, diplôme ou pas, il sera capable de se vendre puis il aura un emploi. Lorsque l'enfant aura n'importe quel problème dans la vie, étant donné qu'il aura su déjà être un être humain, l'être humain a la faculté de créer. Créer commence par manipuler, transformer les choses. Manipuler la matière veut dire prendre un arbre et en faire des planches. Manipuler la matière veut dire prendre de la roche, la briser, la mettre en poudre, la chauffer et en faire du ciment en lui remettant de l'eau. Manipuler la matière. Manipuler, c'est le début de la création. Manipuler les couleurs, c'est faire de l'art. Manipuler l'humain, c'est aussi faire de l'art. Créer dans la société, c'est manipuler l'humain. La politique manipule, la médecine manipule, les syndicats manipulent, les patrons manipulent, les employés manipulent. Tout le monde manipule. Alors, faut pas refuser les manipulations. Sauf qu'étant donné que tout le monde a appris à manipuler d'une façon souvent inconséquentielle, tout le monde manipule à partir du point de vue émotif, la manipulation résulte souvent par de l'inécologie. Ce qui fait que l'humain, souvent, trouve que ça lui pue au nez le terme manipulation. Mais manipuler intelligemment, c'est construire. Manipuler inintelligemment, c'est détruire. On manipule de toute façon. Alors, évidemment, l'école de la vie, c'est aussi d'instruire l'enfant que la vie, elle est ce qu'elle est, et que quand une pomme est prête à tomber, elle tombe, même si émotivement on ne veut pas. Et qu'elle ne tombe pas, même si émotivement on veut. C'est la réalité des choses. Comment l'adulte va-t-il apprendre à s'adapter face à toutes ces nouvelles réalités? L'adulte va apprendre par l'expérience, c'est-à-dire que normalement l'adulte va souffrir énormément de cette adaptation. L'adulte, évidemment, qui chemine et qui se prend en main, qui veut se conscientiser, qui veut avoir de nouveaux horizons. L'adulte qui accepte les choses neuves. L'adulte qui part pas avec un prérequis que tout ce qu'il sait est cela. L'adulte qui n'est pas convaincu que tous les livres traditionnels sont la vérité pure. C'est peut-être la vérité pure, mais ce n'est pas nécessairement la réalité. L'adulte qui est libéré. L'adulte qui n'a pas de contraintes. L'adulte qui peut savoir, par exemple, qu'il n'est pas capable de faire certaines choses, mais qui en voit quand même l'absurdité de ne pas être capable de les faire. L'adulte, par exemple, qui n'est pas capable de manger avec ses mains son steak, peut-être peut dire, c'est con de pas être capable. Et il n'est pas capable pareil, c'est pas grave. L'adulte qui n'est pas capable d'aller se baigner puis d'uriner dans la piscine. Parce qu'il n'est pas capable, il a beau se forcer, ça ne sort pas. Ou dans l'océan. On va dire dans la piscine, c'est inécologique, parfait. Dans l'océan, c'est moins pire. C'est biodégradable, en tout cas, moi, c'est plus qu'une bouteille de plastique. Alors, l'adulte qui dans l'océan, qui se baigne et qui n'arrive pas à uriner, il peut se dire qu'il n'est pas capable, mais il doit prendre conscience que c'est stupide de pas être capable. Il a tellement été programmé à un moment donné qu'il n'arrive plus à rien faire. Bon, alors il y a toute une panoplie de choses que l'adulte peut, si l'adulte intelligencie ce qu'il vit, l'adulte n'est pas con, mais souvent ce qu'il fait est con. Lui n'est pas con.
Alors, si l'adulte l'intelligencie, ben évidemment, il fait ce que j'appelle, il est transitif vers ce que j'appelle aussi l'homme nouveau, et l'adulte souffrira moins. L'adulte qui, par contre, décide que l'enfant va être ce qu'il doit être, hein, l'adulte qui est aussi cave que les psychiatres dernièrement qui ont écrit l'article Les enfants incassables. La psychiatrie ne comprend pas les enfants incassables parce que pour eux, éduquer, c'est casser un enfant. Et lorsque l'enfant refuse l'éducation, on l'appelle incassable. Ces adultes-là mériteraient de manger des bons coups de oui. D'ailleurs, les enfants nouveaux vont s'occuper des éliminer à un moment donné, ou des transformer, il va se passer quelque chose. Et ces adultes qui ne peuvent pas supporter le neuf, qui veulent absolument toujours éduquer les jeunes comme eux ont été éduqués, refusant carrément l'évolution. Hein, les choses changent. La vie, elle est vivante. Alors, ces adultes-là vont souffrir le martyre, ils vont souffrir un apocalypse avant même qu'on leur tire des missiles dans le derrière. Alors, c'est extrêmement souffrant, c'est extrêmement dommage, mais veut pas, l'évolution, ce n'est pas l'homme qui va l'empêcher d'arriver. Présentement, elle est transitoire vers quelque chose de génial, sauf que là, dans l'adolescence de l'humanité, ça peut évidemment donner des choses qui sont peut-être un peu plus problématiques. Et il faudra que l'adulte se change, sinon l'adulte sera démoli. L'enfant est démoli, mais à un moment donné, l'enfant ne sera plus démoli, alors il changera l'adulte ou démolira l'adulte. Évidemment, ceux qui veulent vivre ensemble, vivront ensemble. L'enfant est capable d'aimer, mais l'enfant va aimer, se promène avec ses parents, puis l'enfant décide de s'en aller par là, les parents veulent aller par là, ben l'enfant, il les aime, les parents, mais ils s'en vont par là. Bon, les parents, s'ils sont anciens, ils aiment l'enfant, fait qu'ils veulent que l'enfant reste là. Ben l'enfant qui aime les parents, qui aime d'une façon nouvelle, va s'en aller là pareil. Puis si les parents veulent courir après, puis les parents l'engueulent, les parents lui disent ceci, les parents lui disent cela, l'enfant, ils ne retireront plus rien de lui. L'enfant va continuer à les aimer, mais ça n'empêchera pas que l'enfant ne vivra plus avec eux autres. Dernièrement, on a une personne justement qui a sacré son camp. Elle était extrêmement jeune. Elle est allée vivre en Floride un bout de temps. Elle est partie, je crois, vers 14 ans. Fait quelque chose comme ça. Elle a fait une fugue. Ses parents ont lancé tout ce qu'il y avait comme police à ses trousses et ne l'ont pas retrouvée. Dernièrement, cette fille, elle appelle son père, elle appelle la famille ici à Montréal et puis elle leur explique qu'elle est en Floride. Alors son père lui demande si elle est heureuse. Elle dit oui. Le père lui dit pourquoi tu m'as pas appelé avant? Et elle répond si je t'aurais appelé avant, t'aurais fait de me retrouver. Ce qui fait que ça valait pas la peine que je t'appelle avant. Elle les aimait toujours. Mais elle dit non, je t'aurais appelé, t'aurais fait de remords, t'aurais tout fait pour me repérer, t'aurais ça. Et puis une chose avec, je suis enceinte. Bon. Alors là, le père, il lui dit, est-ce que tu vas revenir nous voir? Elle dit, ça, je vais y penser. Pourquoi? Parce que si elle revient, tout le monde l'a accepté, bon, etc. Dernièrement, elle est revenue en fin de compte en visite. Et puis elle va peut-être rester parce que ses parents acceptent qu'elle soit ce qu'elle est. C'est tout à fait ça, un enfant nouveau. Et évidemment, on aurait tout fait pour aller la rechercher, on l'aurait carrément déphasée. Elle aurait pu virer dans la prostitution, elle aurait pu faire ceci, elle aurait pu faire cela. Mais étant donné qu'elle a fait une fugue juste assez de bonheur, elle était juste suffisamment elle pour ne pas tomber dans les choses inécologiques et imbéciles. Tandis que si on l'aurait continuellement paramétré, ce qu'on va faire souvent, il y a des enfants qui à 9 ans devraient faire des fugues, parce que le cadre familial n'est pas pour eux. Et puis on arrive à les conserver, on les envoie dans des écoles privées, on les bon, etc. Ben quand ils en font une, souvent ça devient un peu dramatique. Alors donc, de quelle façon les adultes devront s'adapter aux enfants? Ben de la même façon que les enfants devront s'adapter aux adultes, par la vie. Faut commencer à observer les choses et à cesser de refuser ce que l'on observe. Et la vie devient facile bonheur. Est-il possible de respecter un enfant nouveau à l'intérieur d'une école traditionnelle? N'est-ce pas une tâche impossible en pareil milieu? Bon. Il y a une chose importante, c'est que l'enfant nouveau est quelqu'un d'individuel dans sa conscience. Travailler avec un enfant nouveau nécessite que l'éducateur devienne individuel dans sa conscience. Donc, il n'est pas toujours sur ses épaules le poids de que vont dire les autres. Je suis professeur, je te donne un exemple, j'ai une classe d'enfants relativement anciens que j'adore, je travaille bien avec, on les éduque bien, ils ont du fun, on s'amuse, on les arrose, on les chatouille, on leur pile ses pieds, on leur attache le soulier, on fait les coups traditionnels, quoi, bon, que les enfants font. Et puis il y a un enfant nouveau là-dedans. Alors cet enfant nouveau-là, évidemment, vit mal, comprend pas, il y a des problèmes d'adaptation sociale, c'est évident, c'est la société qui a un problème d'adaptation par rapport à lui. Lui qui est tout seul, c'est lui qui va souffrir. Bon. Alors, je dois absolument devenir complice. Lorsqu'il me parle des conneries, je dois moi aussi lui parler des conneries. Lorsqu'il me dit, oui, mais la classe, une gang d'arriérés, ben, je dois répondre qu'effectivement, ils sont arriérés. Maintenant, je dois lui expliquer pourquoi. Lorsque tel professeur, il n'aime pas telle chose, puis qu'il vient jaser avec moi, parce que c'est évident qu'à un moment donné, on va pas jaser ensemble. Oui, mais elle a jamais raison, puis elle est toujours en train de punir les autres, puis elle a tort, puis c'est ci, puis c'est ça. Cette personne-là, le professeur, ben, je dois lui dire qu'effectivement, ça se peut. Sauf que je dois donc finir par devenir complice avec lui parce qu'il a raison. On ne peut pas vouloir empêcher un enfant d'avoir raison. Un adulte qui est impoli qu'un enfant nouveau, il peut être sûr que l'enfant nouveau va être impoli avec.
Là, après ça, l'adulte le punit, l'enfant viendrait me voir, puis il me dirait, oui, mais regarde, je rentre dans la classe, le professeur me regarde, il dit, bon, maudit niaiseux, t'es encore en retard. Fait que moi, j'ai dit, ben, maudit niaiseux, t'es encore en train de crier. Bon. Puis là, après ça, je suis en pénitence. Fait que moi, il faut que je dise, ben, t'as bien fait de lui répondre de même. Parce que c'est vrai. Il a raison. Alors, je dois donc, il va dire, ouais, mais là, qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, là, je lui explique que moi, je vis le même problème, mais je vis heureux. Tandis que lui, ben, il vit malheureux. Alors, il va dire, ouais, mais comment on fait? Ben là, voilà, on essaie de communiquer ensemble. Tu sais, il y a des choses qui sont connes, il va venir m'en parler souvent. Faut que je lui dise, ben oui, c'est con, fait longtemps que je m'en suis rendu compte. Il y a même bien plus de choses connes que ça, puis si tu veux, à un moment donné, il va se promener ensemble, on va t'en montrer des conneries. Là, l'enfant devient intelligent. L'enfant, il découvre, puis vu que l'enfant, il est dans un cadre accompagné, c'est-à-dire qu'on est dans une semi-intervention, donc l'enfant s'en rend même pas compte qu'on intervient, ben l'enfant, il est prêt. Chaque fois que l'enfant va vouloir poser un acte assez grandiose, ça peut être une bataille, ça peut être une fugue, ça peut être n'importe quoi, il va venir m'en parler. Alors, évidemment, s'il veut faire une fugue, puis il tient absolument, ben je vais lui dire OK, puis je vais lui expliquer comment pas se pincer. Il n'y a pas de danger, il va à l'école, il est un pédagogue. Pas de danger. Alors, il va faire sa fugue, m'a montrer où se cacher, m'a montrer, m'organiser pour qu'il y ait à la bibliothèque, m'a aller le voir de temps en temps. On s'occupe de l'enfant dans l'immédiat terme. Ce qui est important, c'est ce qui est là, pas ce qui va devenir. Parce que si on s'occupe pas de ce qui est là, puis qu'on s'occupe de ce qui va devenir, on peut être à peu près sûr qu'il deviendra jamais ce qu'on pense qu'il va devenir. Alors, je m'occupe de lui, là. Tu sais, même s'il faudrait qu'il redouble une année ou 2 années, il y en a plein qui le font, puis on les laisse aller, puis on s'en rend pas compte. C'est pas bien grave. Puis à un moment donné, ben l'enfant devient complice. Ça prend de l'énergie de la part du bonhomme ou de la bonne femme. La personne devient quasiment ce qu'on a ici dans nos sociétés qui est absolument génial, un grand frère ou une grande sœur. Même si le parent, c'est un couple, ça n'empêche pas qu'à un moment donné, il peut avoir un adulte, un ami. Alors donc, c'est de cette façon-là qu'à un moment donné, on peut arriver à travailler avec un enfant qui est peut-être nouveau dans un cadre qui est ancien. Sauf qu'on doit s'organiser pour supporter un peu du poids de ses problèmes et accepter qu'effectivement, il a raison dans bien des cas. Je suis certaine qu'il y a bien des questions qui vont se poser. Est-ce qu'un enfant nouveau avec qui un professeur deviendrait un peu complice pourrait être assez, disons, manipulateur pour amener ce professeur-là dans des troubles? Si le professeur est bien lucide, aucun danger. Parce qu'il y a une chose, c'est lorsque l'enfant va finir par vivre une complicité avec le professeur, il va évidemment s'établir entre ces deux-là, parce qu'il y a différentes formes de complicité, n'est-ce pas? Il y a les complices au niveau du vol, là, qui peuvent se trahir d'un jour à l'autre, et puis il y a les complices au niveau énergétique, c'est-à-dire un amour réel qui s'établit entre les deux, ou, quand je parle de complice, c'est que l'adulte et l'enfant n'auront même pas besoin de se parler. À un moment donné, il va se passer quelque chose, les deux vont se regarder, les deux vont savoir, les deux vont avoir compris, ça va être clair, les deux vont être bien. Et donc, l'enfant, il voit qu'il supporte une partie de ce qu'il vit est supportée par l'autre. Ça devient une espèce de complicité au niveau du plan mental, au niveau énergétique. Et ce qui va arriver, c'est que si l'adulte est suffisamment à lui-même, ben l'enfant ne tentera pas de manipuler l'adulte pour l'amener dans des trucs parce que l'enfant va trop le respecter. Et l'amour intelligent permet le respect, tandis que l'amour de l'homme normal ne permet pas le respect du tout. Alors donc, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Dans la période du pourquoi, si l'on ne sait pas quoi répondre à l'enfant nouveau, vaut-il mieux se taire, même si cela crée de la frustration chez l'enfant et chez le parent? Non. Quand un enfant pose une question qu'on n'a pas la réponse, on doit partir à rire puis lui dire qu'il est pas mal plus brillant que nous autres. Puis, effectivement, c'est une bonne question, puis il faudrait qu'on s'organise pour répondre. Alors, le parent, le pédagogue, le professeur doit s'organiser. Bon, ben, on va s'informer, là, on va trouver une place pour savoir, ça a de l'allure. Hein? Une question bébé banale, par exemple, les étoiles, est-ce qu'ils sont accrochés ou ben non, c'est tout seul dans les airs? Oh, ben là, ben répondez pas n'importe quelle connerie, parce que n'importe quelle connerie, parce que quand l'enfant découvre que c'est le Père Noël qui tenait ou qu'il y avait je sais plus quoi, là, ben quand il découvre à un moment donné que ses parents l'ont trompé tout au long de son, tu sais, il finit par plus les truster pantoute. Alors donc, le parent doit s'organiser, s'il ne sait pas, pour commencer à s'instruire. C'est pour ça que je vous dis que quelqu'un qui veut vivre avec un enfant nouveau d'une façon énergétique, vivante, ben aura plus besoin de suivre des cours de relations humaines, plus besoin de suivre des cours de ceci ou de cela. Il va avoir tout ce qu'il faut pour apprendre. Alors évidemment, il faudra qu'il achète des livres, il faudra qu'il s'instruise, il faudra peut-être même qu'il retourne à l'école, il faudra peut-être même qu'il apprenne de l'enfant, il faudra que, etc. On parle de questions, par exemple, au niveau sexuel, ben sachez une chose, c'est que pas de sexualité, pas d'enfant. L'enfant, vous l'aimez, il est bien beau, ben mais tout ce qu'il a constitué, parce que sinon ça crée un maudit problème. Et puis l'enfant n'est pas pogné comme l'adulte. On le pogne à pas vouloir répondre, puis on le pogne à l'instruire tout croche du travers. Alors il y a une panoplie de choses, l'humain doit être libéré. Vous savez, il n'y a rien de dangereux chez l'homme. Tout ce qui n'est pas permis devient dangereux. Parce que tout ce qui n'est pas vivant devient cancérigène, devient mort, devient pourriture, devient quelque chose qui, en fin de compte, tombe dans le monde de la mort.
ça devient bas en vibration, ça finit par hanter l'humain qui est pogné entre ce qu'il doit pas faire et ce qu'il devrait faire. Lorsque l'humain a appris à intelligencer lui-même, ben il vibre ce qu'il devrait faire, il vibre ce qu'il ne devrait pas faire. Puis quand il fait une erreur, ben il se serre la main parce qu'il se dit sac, je le sais que c'est une erreur. Preuve que je suis intelligent. Hein? Si tu le sais, c'est que tu l'as vu. Si tu l'as vu, les gens se le refassent plus. Alors donc, quand un enfant pose des questions dont on n'a pas les réponses, on s'organise pour lui serrer la main, n'est-ce pas? Ou le nez, ou ce que vous voudrez. Et puis, on va chercher la réponse avec lui. Comment encadrer l'enfant sans le brimer? Lorsque l'enfant pose une demande que le parent juge non admissible, jouer avec le feu, allumettes ou briquet, trouver dans leur entourage, même après l'explication. L'enfant a tendance à manipuler le parent pour avoir ce qu'il veut. Il va même jusqu'à poser le geste malgré l'interdiction. Que faire? Enfant de 20 mois. Jusqu'à quel point un enfant est considéré assez vieux pour comprendre L'enfant de 20 mois, que faire, jusqu'à quel point? Bon, alors si la question du feu ne s'adresse pas à l'enfant de 20 mois et que l'autre question s'adresse à cet enfant-là, on va commencer par le feu. La dame m'a dit que ça s'adressait à l'enfant de 20 mois. Le feu avec et tout ça. Bon, c'est intéressant, c'est un enfant qui est relativement précoce. Alors, il veut jouer avec le feu. On répond pour l'enfant qui est un petit peu plus âgé, alors on téléphone à la caserne de pompiers la plus proche, puis on l'amène visiter. Alors évidemment, ça va l'impressionner, et puis là, on lui explique que tout ça au complet, ça sert parce qu'il y a des enfants qui jouent avec le feu. Alors, quand il va voir la puissance énergétique qu'on a placée sur la planète pour ça, ben, il va peut-être penser qu'il y a quelque chose il y a de l'inécologie quelque part là-dedans. Il risque d'y penser. À 20 mois, évidemment, l'amener et l'asseoir sur une sirène, ça ne changera pas grand-chose. Par contre, à 20 mois, il veut fouiller avec les allumettes, etc., bien, on doit lui apprendre. Lui apprendre comment? Je donne l'exemple. Moi, si je serais avec l'enfant, je saurais quoi faire. Alors, évidemment, je donne des exemples ici, là. Le pédagogue doit évidemment ajuster. Il a 20 mois. Est-ce que c'est un briquet? Est-ce que c'est des allumettes? Est-ce que c'est, je sais pas moi, les ronds du poêle? Évidemment, si le poêle est à terre, on peut monter ça un peu plus haut. Bon. Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit lui expliquer toute une panoplie de choses jusqu'à temps qu'il comprenne. L'enfant de 20 mois, prenons l'exemple, c'est avec un briquet et les parents fument. Les parents devraient ne pas fumer, mais les parents qui fument, c'est parce qu'ils ont une raison intelligente de fumer. Ça les terrestrifie, ça leur permet de moins partir flyer. Bon, et c'est un fait. Alors donc, ça les rend patients. Il y a des raisons. Alors donc, ce qui va arriver, c'est que l'enfant joue avec le briquet, etc., puis on a peur qu'il le découvre. Alors on prend le briquet à un moment donné, puis on lui donne carrément. Alors l'enfant va être tout content, tout fier. Là, il faut lui expliquer que c'est dangereux. Ah, il y a une autre affaire aussi. On ne parle jamais à un enfant avec des bobos, ça, caca, maman n'a pas aimé ça. OK, là? On les traite, tu sais, on va se dire, bon, alors on parle comme on parle. On met pas plein de mots, mais on parle. Bon. Alors l'enfant, lui, il va vouloir jouer avec, on peut prendre un papier, puis on met le feu après, puis on met ça dans un cendrier. Ah, que c'est beau le feu! Ah, génial, il va trouver ça beau. C'est vrai que c'est beau du feu. Combien qu'il y en a qui mettent des centaines de dollars, sinon des milliers, pour se faire bâtir un foyer chez eux? Bon alors, faut pas obliger l'enfant de pas aimer le feu. Là, lorsque l'enfant a vu ça, ben là, on lui explique pourquoi qu'on veut pas. Là, on prend du tissu, qui ressemble à nos rideaux, qui ressemble à notre tapis, qui ressemble à la nappe, qui ressemble à notre linge, quelque chose. On lui explique que ça, c'est pareil comme ça, là. On met le feu sur le papier, puis regarde, ça brûle. Bon, mais si ça, là, ce bébé-là, ça va là-dessus, là, tout ça, là, ça brûle. Là, le bébé, ben, OK, c'est bien parfait. Là, on remet le feu encore, on prend sa main, puis on la met dans le feu. Là, ouais. Là, il va, évidemment, les prochaines fois que tu vas lui montrer quelque chose, il va mettre ses mains dans les poches. Mais il va. T'attends pas que la main soit carbonisée. Faut qu'il sache que ça fait mal. Tant qu'à attendre, puis il le découvre lui-même, j'aime autant, moi, puis il le découvre quand je suis là. Là, après ça, il a compris. Ça, c'est beau. Ça fait brûler ça. Ça peut faire brûler le linge. Puis quand le linge brûle, ça fait ça. Il y a de fortes chances que l'enfant comprenne. Si l'enfant veut récidiver, ben on récidive dans la pédagogie. Et puis quand l'enfant va vieillir un peu, s'il récidive toujours, évidemment, là, on parle toujours d'une intervention qui est par l'accompagnement, pas d'interdiction, mais la meilleure chose, c'est pas lui interdire de jouer avec le feu, c'est de s'organiser pour qu'il puisse pas trouver de feu tant qu'il est trop jeune. Donc, pour lui, ce n'est pas une interdiction, il en trouve pas. C'est pas pareil comme « touche pas à ça ». Ça, c'est de l'interdiction. Faites-moi confiance, si la journée que vous serez pas là, que la gardienne va dormir, il va y toucher. S'il y en a pas, il n'y a pas d'interdiction, donc il n'y a toujours pas de tabou. Très important. L'enfant grandissant, là, il y a la caserne de pompiers. Ou encore, là, il y aura peut-être à un moment donné une vidéo qu'on va louer. Hein, la tour infernale, par exemple. Et on lui montre pas le film de même. Faut lui expliquer. C'est pédagogique. Tous les films relatent des faits de la société. On prend un film sur la guerre. Bon, on lui explique, papa, il est mort. C'est pas ça, non, un instant.
Là, on ôte la cassette, on met le vidéo. Puis là, on lui dit, regarde, là, ici, là, ça, je sais pas, moi, ça peut être Autant n'emporte le vent ou encore un film où il y a des parents avec des enfants. Un film de Walt Disney. Tu vois, le monsieur qui est là, il joue avec les enfants, il se baigne, il fait la haute la cassette. C'est le monsieur en uniforme, c'est le même monsieur. Papa, il est mort. Mais ça. C'est la guerre. Et là, il va vibrer en sacre-bleu. Okay? Alors là, l'enfant apprend. Là, il va comprendre que tuer les fusils, les mots du jouet, tout le panoplie de jouets cave qu'on a, il va trouver que c'est stupide en sacre-bleu. Bon, alors, il y a donc une panoplie de choses. Au niveau du feu, c'est le même phénomène. Maintenant, on met pas, faut faire attention, on brûle pas l'enfant, on prend pas la main avec les briquets. Tiens, mon petit maudit, c'est quoi le feu? C'est ce qu'on fait. Faut que lui ait compris toute l'escalade, le danger du feu. Qu'il ait compris ces choses-là. Alors, c'est pour ça que ça demande de l'intelligence d'éduquer, ça demande de la vie, ça demande, je parle un peu moins d'émotion, c'est-à-dire que, tu sais, qui punit bien, qui châtie bien, aime bien, apparemment. Non, ça, habituellement, ça, c'est pour ceux qui sont trop sadiques et qui veulent se faire pardonner. Sauf que, effectivement, lorsqu'on est suffisamment aimant de nos enfants, ben, on s'arrange pour les éduquer convenablement. Puis là, je vais donner des exemples, évidemment, c'est à adapter. Ben, il y a des parents qui diraient sacrébleu, j'espère que je l'aurai pas il y aura pas mon enfant comme élève, s'il est professeur. Ça va être tough. S'il y en a un qui demande un bulldozer, c'est dangereux, il va aller faire passer un bulldozer sur le pied pour lui montrer. T'sais? Mais non, c'est pas ça qu'il y a. On est intelligent et on apprend les choses. Tu prends une roche, par exemple, tu dis à l'enfant écrase la roche, il est pas capable, tu prends la roche, tu la mets dans une machine qui peut l'écraser, puis elle l'écrase. Il va comprendre ce que ça veut dire danger. Tu mets pas la main dans le broyeur à déchets, c'est pas nécessaire. Il va comprendre. Alors, il y a plein de choses vivantes. On doit instruire l'enfant. Que faire avec un enfant continuellement en retard à l'école et qui ne veut rien foutre, faire ses leçons, etc. Si on lui a déjà expliqué l'intelligence et l'économie d'énergie à faire ce qu'il a à faire pour ne pas redoubler. Bon, s'il arrive en retard, il suffit de faire commencer la classe plus tard. Il va arriver à l'heure. Bon, à cette question ici, on pourrait répondre un paquet de choses. Il faudrait premièrement connaître l'enfant. Il y a des choses il y a des questions trop vagues qui ne peuvent pas, disons, se répondre. Premièrement, est-ce que c'est un enfant ancien, un enfant transitif, un enfant nouveau? Qu'est-ce qu'un enfant ancien? C'est un enfant qui pense comme tout le monde a pensé. C'est un enfant qui est culpabilisable. C'est un enfant qui est éducable par l'émotion, c'est-à-dire qu'on peut lui dire qu'on l'aimera plus puis il va le faire. Donc, c'est un enfant qui devient facilement esclave à ce niveau-là. C'est un enfant qui a honte, un enfant qui se sent coupable souvent. C'est un enfant qui ne comprend pas toutes les choses de la vie. C'est un enfant qui accepte facilement de ne pas faire ou de faire une chose pour la récompense. L'enfant nouveau, c'est un enfant qui, lui, pense comme les enfants normaux ne pensent pas. C'est un enfant qui, de toute façon, est anormal, donc qui est naturel, mais qui n'est pas comme tous les enfants. Même si on a 15 enfants nouveaux, il n'y en a pas un qui est pareil, même s'ils auront des caractères d'expression similaires. C'est un enfant qui voudra comprendre pourquoi on lui demande de faire une chose, mais qui ne la fera pas s'il ne la comprend pas. C'est un enfant qui va paraître sans cœur rapidement. Il y a plusieurs choses, disons, j'en parle, j'ai écrit un livre qui porte le nom La différence entre l'homme nouveau et l'homme ancien. Puis évidemment, on paramètre l'enfant ancien et l'enfant nouveau. Et l'enfant transitif, c'est celui qui a des symptômes de l'enfant nouveau, des symptômes de l'enfant ancien, puis qui doit jouer entre les deux, comme beaucoup d'adultes ont aussi. Alors, ça dépend donc de l'enfant. Il arrive toujours en retard à l'école. Premièrement, est-ce qu'il est plus instruit parce qu'il rencontre sur le chemin de l'école? Ce qui est une chose possible. Est-ce que le cadre de l'école est un cadre trop avancé pour lui, trop reculé pour lui? Est-ce que lui ne vibre pas l'intelligence de perdre sa jeunesse dans ce genre de cadre? Je dis souvent, et ça va finir par devenir un mot populaire à un moment donné, c'est que l'enfant nouveau ne comprend pas pourquoi il devrait perdre sa jeunesse pour préparer sa vieillesse, quand il voit les personnes perdre leur vieillesse à regretter leur jeunesse. Bon. Alors, évidemment, il y a plusieurs phénomènes, il y a plusieurs symptômes. On devrait évidemment connaître l'enfant pour pouvoir répondre à cette question-là. C'est une question majeure, mais évidemment, plus il y aura d'adultes, plus il y aura d'éducateurs, de pédagogues qui seront à un moment donné formés sur l'intelligence de l'éducation ou l'éducation par l'intelligence, bon, pour arriver à faire ces choses-là. Parce que qu'il n'ait pas de résultats à l'école, il y a ceci, il y a cela, il y a cela, ça dépend bien gros de l'enfant. Moi, j'ai mon frère, par exemple, qui était tout à fait débile à l'école, et d'ailleurs comme moi. Et puis, à un moment donné, à sa fête, je lui ai acheté un ordinateur. Aujourd'hui, il est encore avec son ordinateur, sauf que c'est un ordinateur un peu plus grand. Il peut pas faire n'importe quel genre de programme, assez qu'à un moment donné, quand il va se décider, il va faire un programme, il va le vendre, il va devenir très riche. L'école, ça ne l'a jamais intéressé, il a toujours passé à côté, etc., etc., etc. Pourtant, c'est un gars extrêmement brillant. La preuve, présentement, il vit avec 3-4 personnes qui travaillent et que lui manipule bien, donc les autres le font vivre. Et on va dire c'est pas correct. Oh, c'est correct parce que les 3-4 personnes se sentent sécures avec lui, puis lui, ben, il vit avec les autres, donc il y a un échange d'énergie. Et puis à un moment donné, ben, il y a quelque chose qui va éclater chez lui, il va comprendre certaines choses, ou il attend que les événements arrivent, et puis il va se passer quelque chose. Alors on doit faire attention. L'enfant qui ne va pas à l'école, l'enfant qui a des notes très basses n'est pas nécessairement un con.
Ça peut être un cancre, si c'est un enfant ancien, pas si c'est un enfant nouveau. Alors, la question est trop d'envergure, trop vaste pour que je puisse répondre, parce qu'il faudrait réellement qu'à un moment donné, je connaisse l'enfant. Il faudrait pas non plus que le mot doublé soit un mot qui fasse peur à quelqu'un. S'il y a à reprendre, il y a à reprendre selon ce qu'il a besoin. Combien de fois l'humain double-t-il sa phase d'adulte? Hein? Combien de fois redevient-il adulte? À chaque jour de l'an, il recommence. Franchement. J'ai un garçon de 10 ans qui monétairement dépense tout son argent d'avance. C'est-à-dire, il a tellement des raisons logiques que je ne peux faire autrement que d'accepter de lui faire crédit sur ses prochaines payes. Je suis insécure dans cette attitude. Apprendra-t-il l'utilité d'en conserver une partie ou apprendra-t-il un jour à ne pas dépenser avant d'avoir l'argent nécessaire? Il a une attitude de pauvre. Et c'est extrêmement important de vérifier. Même si on a raison d'acheter quelque chose, si on n'en a pas les moyens et qu'on l'achète, on vit comme un pauvre. Le pauvre est celui qui dépense toujours l'argent qu'il va avoir, donc il n'a jamais d'économie, ce qui fait qu'il ne peut jamais se permettre de choses grandioses, et il passe souvent sa vie à maudire la société et à maudire les riches. Le riche, souvent, est celui qui économise pour dépenser plus tard, et à un moment donné, c'est exactement comme si tu prends ta carte de crédit, tu vas acheter pour 500$, si tu as l'argent en banque, c'est intéressant de le faire, il n'y a aucun problème. Si tu ne l'as pas en banque et tu vas l'économiser dans le mois, si tu peux économiser l'argent pour payer ta carte de crédit après, tu peux donc économiser pour payer avant. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce principe. Je me suis endetté, là, puis ça m'a pris 1 an pour tout payer. Si tu étais capable pendant 1 an d'économiser pour payer ta dette, tu devrais être capable dans l'année suivante pour économiser pas de dette. Et si tu es capable d'économiser après, tu es capable d'économiser avant. Et une fois que tu as économisé avant, tu t'es privé, oui. Et après ça, quand t'achètes des choses avec l'argent que t'as. Alors, évidemment, l'enfant a des raisons intelligentes, ça va de soi, mais il n'a pas compris le principe de l'énergie. Alors, ou de la richesse, ou appelez ça comme vous voudrez. Alors, on doit donc commencer à instruire l'enfant de ce que c'est qu'une carte de crédit. Alors, au lieu de lui donner, par exemple, des avances. On doit s'arranger pour lui montrer une carte de crédit, parce que c'est la société vit avec ça, donc en partant, il va déjà comprendre le phénomène, on l'annonce à la télévision, etc., etc. Et quand on va trouver des articles après ça sur les cartes de crédit avec les dangers, les ci, les ça, on peut y suggérer, y faire lire. Il aura fallu qu'on le fasse souffrir un petit parent pour qu'il lise, là, mais il va au moins comprendre. Alors, je lui donne une carte de crédit, par exemple, de 50$, et je lui dis qu'il peut avoir des avances d'argent jusqu'à concurrence de 50$. Et à tous les mois, il faut qu'il rembourse. Et je vais décider combien il rembourse. Je lui explique évidemment les règles, là, on ne les change pas. Alors, l'enfant, il vient tout de suite voir, OK, parfait, j'envoie 50$. Bon. Ben, si on a décidé 50, on donne 50. Là, il va acheter des cossins. Le mois arrivant, ben là, il demande, maintenant, il faut que tu donnes au moins 10$. Ah oui, mais là, j'ai mon argent de poche, parfait, je donne 20$ ton argent de poche, et puis là-dessus, 10$ qui vient à moi. Ah, là, il va chialer. Petit, non, c'est ça. Et maintenant, tu as 10$ de moins sur ta carte. Là, l'enfant va crier, mais il faut lui expliquer que c'est une carte de crédit. L'enfant ne voudra pas jouer. Et le mois d'après ou la semaine d'après, dépendant quand est-ce qu'on veut qu'il paye sa carte, ben on rentre dans sa chambre puis on prend quelque chose qu'il a besoin. Ça, c'était saisi. Voilà. Bon. Et puis, on va même le vendre dans un mois s'il n'a pas remboursé la totalité, etc. L'enfant va crier, il va gueuler, il va trouver que ses parents sont vaches, mais s'il en parle à ses amis ou au professeur, il va se rendre compte que beaucoup vont trouver que ses parents sont géniaux. Et puis, à un moment donné, ben là, il va finir par vouloir avoir quelque chose, alors il va remettre un peu. Et puis là, on fait comme les banques. Ben, on remet des choses, et puis on lui dit maintenant, tu devais 50$, tu as remis 30$, qui fait que tu peux encore emprunter 30$. Là, il va dire, bon, ben, je te remets 10, je reprends 10. Oui, sauf que tu es toujours endetté, puis si tu payes pas, moi, je vais saisir à un moment donné. Par contre, il y a une autre chose, c'est que si tu empruntes 50 et à tes payes, tu le remets, à un moment donné, le 50 va passer à 75. On va augmenter ta marge de crédit. Et puis, ça, c'est un exemple. À 10 ans, il peut tout comprendre ça, puis il peut même trouver ça trippant jouer ça. Alors, il doit apprendre à payer en énergie. Alors, donc, l'enfant puis on doit lui expliquer, justement, qu'à un moment donné, il va vouloir faire un voyage. Ou, par exemple, on sort au cinéma, puis l'enfant n'a pas d'argent. Alors, l'enfant va dire, oui, ben là, payez-moi-le. On va dire, non, tu avais de l'argent, si t'en aurais, tu viendrais avec nous autres. Certains parents vont dire, oui, mais à la longue, il sortira plus jamais avec nous autres, parce qu'en fin de compte, il est toujours endetté. Pas de problème, tu peux y en avancer encore, puis là, il faudra qu'il te le paye, ou encore tu prends quelque chose en échange, puis tu payes son cinéma. Il y a toute une panoplie de choses, mais c'est très important que l'enfant apprenne à comprendre tout de suite la question d'échange d'énergie. Vous savez que vivre d'une façon structurée et stable, pas nécessairement quand je dis en riche, il faut s'entendre, mais avec la mentalité que quand tu trouves une scène à terre, tu la ramasses puis tu la conserves, c'est de l'énergie, et non pas avec la mentalité qui te reste un cent dans tes poches, tu t'achètes, tu le tires dans un canal, la mentalité du pauvre. L'enfant doit apprendre ce genre de choses.
Il ne sera pas crispé avec la matière, il ne sera pas un matérialiste au bout, absolument pas. Les pauvres sont matérialistes. Tous ceux qui jettent la matière sont matérialistes. Parce qu'eux autres se foutent carrément de toute l'énergie placée dans cette matière-là. Celui qui la garde et qui la respecte, d'une façon intelligente, s'en sert comme outil. Celui, évidemment, qui la vénère, n'a rien compris non plus. Ben, il suffit d'instruire l'enfant. Je suis d'accord pour expliquer l'intelligence d'un acte quelconque, comme ton exemple du garçon de 3 ans et du chemin de fer. Mais que peut-on faire d'autre que des gros yeux et des interdictions énergiques pour les 3 ou 4 premières années de vie? Bon, les gros yeux, effectivement, il y a même encore, on s'en sert encore des fois jusqu'à l'âge de 10, 11 ou 12 ans. C'est pas les gros yeux? Bon, même des fois, on s'en sert sur son chum ou sur sa blonde. Bon. Les 3-4 premières années de la vie sont des années extrêmement importantes. Premièrement, il y a des raisons, disons, peut-être un peu plus cachées, méconnues, disons, ésotériques ou occultes à ce phénomène. Mais il y a des raisons avec d'ordre pratique. L'enfant, évidemment, qui n'a pas encore suffisamment d'intelligence ou d'énergie pour comprendre la parole. L'enfant qui ne sait pas parler. L'enfant d'1 an. L'enfant de 2-3 ans qui ne comprend pas, qui n'a pas suffisamment de conscience au niveau cérébral parce que la programmation neuronique n'est pas finie. Il va se terminer vers l'adolescence biologique. Ben, évidemment, cet enfant-là, si on veut lui expliquer des choses un peu trop grandes, des choses dangereuses, évidemment, faudra intervenir souvent. Les gros yeux, ça ne sert à rien. Maintenant, c'est évident que c'est préférable, vous savez, de donner une fessée à un enfant. Quand je parle d'une fessée, je parle pas à coup de strap ou à coup de fouette. Là, je parle de donner, de toucher corporellement un enfant, plutôt que de vouloir l'agresser psychologiquement. Alors, pendant un moment longtemps, l'éducation, c'était flore. On a trouvé que ça faisait des marques, ça a traumatisé l'enfant, on a arrêté. Là, maintenant, de quelle façon on fonctionne? Bon, il va psychologiquement. C'est pire, mauditement pire. Alors donc, l'enfant qui n'a pas le choix de comprendre, qui ne peut pas comprendre, ben, il devra comprendre que s'il le fait, il va se passer quelque chose. Alors, il y a donc le phénomène de prendre un enfant, serrer un enfant, c'est plus traumatisant que lui donner une claque. Et on doit taper sur les fesses, surtout pour la simple raison que sur les fesses, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas la nature qui a prévu ça, mais en tout cas, si on me l'aurait suggéré, j'aurais opté pour. C'est la place la plus cotonnée. C'est pas, je sais quand ils ont des couches, intéressant. Mais c'est la place la plus qui fait le moins de mal. Et surtout, c'est la place qui, chez l'enfant, est la moins insultante. Alors, lorsque un enfant est debout en équilibre, il commence à marcher, et qu'on lui donne une claque sur l'épaule, on le déséquilibre. Le déséquilibrant, on le frustre carrément dans son apprentissage de quelque chose de neuf. Si on l'arrête, on le prend puis qu'on lui donne une claque sur les fesses, ou si on le tient pour ne pas qu'il soit déséquilibré, on ne tape pas fort. L'idée n'est pas de frapper fort. L'idée est que lui sache qu'il y a certaines choses qui ne doivent pas se faire pour une raison particulière. C'est une programmation de la psychologie. Ça revient un peu à l'idée du chien de Pavlov à un moment donné. C'est une programmation psychologique. Mais à certains âges et dans certains cas, c'est nécessaire. Mais il y a toute une panoplie de choses. On ne frappe pas l'enfant sur l'épaule. On le frappe jamais en plein visage parce que c'est par là qu'il voit et qu'il entend et qu'il sent et qu'il goûte. Donc, à un moment donné, il va fermer certains sens pour la simple raison qu'il est brimé et il ne sait plus pourquoi au niveau des sensoriels. Si l'enfant est déséquilibré, ben alors et qu'il est en train d'apprendre à marcher, il y aura une frustration motrice à ce niveau-là. Donc, il y a toute une panoplie de choses qu'on doit faire. L'enfant, on doit lui parler. On doit ajuster la voix, jamais crier. C'est-à-dire jamais crier émotivement. On ne doit jamais crier émotivement pour un enfant. Quand on parle faire les gros yeux, c'est comme si, quand on crie émotivement, l'enfant se rend compte qu'on est hors de notre contrôle. Alors, il va finir par découvrir qu'il peut facilement nous faire sortir. Si on parle avec un contrôle puissant. Bon, dernièrement, j'étais avec quelqu'un, avec un enfant, justement. Vous allez rire un peu, c'est un peu original de faire ça en conférence, mais il faut s'amuser un peu. Et on parlait des sirènes d'ambulance. J'ai fait de l'ambulance. Et l'enfant me demandait, il y a des sirènes, on dirait, qui portent un message. Alors, j'ai dit oui. Moi, t'expliquer. Regarde bien ceci. Lorsqu'on a une sirène comme... sirène comme ça. Bon. Cette sirène-là, elle donne l'impression qu'il y a quelque chose d'important, de puissant qui vient et même celui qui ne connaît pas l'autorité de ce phénomène-là arrête, va faire quelque chose. On a une autre sirène, je vous les mettrai pas aussi fort. C'est celle où que l'ambulance, par exemple, arrive sur une intersection ou arrive quelque part où les individus ne réagissent pas assez vite ou encore où les individus doivent réagir plus vite. Le son long et lent, c'est pour avertir. On prépare. Lorsqu'on arrive sur une intersection, il va y avoir un phénomène comme « Oui! » C'est pas?
En France, c'est ouais, ouais, ouais. Puis là, ça fait rire les Français. Bon. Alors ici, on a deux tons. Il y a des ambulances qui auront ou des chars de police, par exemple, qui auront comme un son. Ça crée quoi? Ça crée la panique. On a l'impression que le véhicule qui vient est hors de contrôle. Et normalement, les gens ne savent plus où aller. Et c'est un fait. Si par contre, on a, ça dépend des compagnies qui font la sirène, on a un autre son qui va être là, on a la puissance contrôlée. Là, on porte plus respect. Le blessé qui est à terre et qui entend mais s'il entend il s'en rassuré dans un cas, puis dans l'autre cas. Alors, l'éducation, c'est le même phénomène. L'enfant le perçoit. Alors, on parlait de ça avec l'espace jeune, et puis, effectivement, il avait découvert que certains sons étaient comme impressionnants, que c'était comme de la puissance contrôlée. Puis d'autres sons, c'était comme une puissance incontrôlée. Ça, c'était peurant. Lorsque le parent a une voix particulière qu'il dit à l'enfant, « Je veux plus, tu recommences. » Puissance contrôlée. « Je veux plus que tu recommences! » Puissance incontrôlée. Tu coupes, il y aura peur du parent. Il y aura un paquet de phénomènes qui va se passer. Et ici, c'est toujours « Je veux plus que tu recommences. » C'est compris? Il y a une puissance, il y a quelque chose qui va le paramétrer. Il y a toujours de l'amitié, il y a toujours de l'amour intelligent, il y a toujours un contact, il y a toujours, etc., etc. Alors, c'est à développer. Je parlais à un moment donné que l'enfant doit apprendre à parler, doit apprendre à ajuster sa parole parce que la parole ajuste la pensée. L'adulte doit faire le même phénomène. Puis, à un moment donné, l'adulte arrive à communiquer complètement. Alors, au niveau du contact physique, il faut faire attention. C'est pas un contact qui est puissant. C'est un contact qui est psychologique, si on peut dire, mais c'est un contact qui passe par le physique. Pour nous conserver la relation amicale, intelligente, dans cela. Si on veut brimer l'enfant par la parole, on finit par se servir d'un outil où on pourrait communiquer avec lorsque c'est le temps, et l'enfant ne pourra jamais savoir si on joue ou si on ne joue pas. Tandis que si on veut réprimander, on a une mécanicité, et si on veut faire le reste de la vie, on a l'autre mécanicité, l'enfant n'aura jamais de doute entre l'un et l'autre. Quand papa ou quand maman est en colère, on le sait. Quand ils le sont pas, on le sait. Sinon, à un moment donné, on le sait plus. Alors, évidemment, et je répète encore qu'à l'âge d'1, 2, 3, 4 ans, tout ce qui sert à la découverte, l'enfant se sert de ses mains pour découvrir. Taper les mains de l'enfant, c'est tout à fait imbécile. Parce que l'enfant s'en sert pour découvrir, on le brime. Il se sert pas de ses fesses pour découvrir. Juste à l'époque de la phase anale, mais faites-vous-en pas, c'est dans ses couches qu'il le fait normalement, ce qui fait que si on tape ses fesses, ça le réchauffe, ça le dérange pas. Bon. Alors, le taper sur les mains, on ne fait pas ça chez l'enfant qui est à la phase, disons, de découverte par les mains. On ne tape pas sur la bouche parce qu'il met des choses apparemment sales qui vont simplement l'immuniser contre des choses de notre vie. On fait attention à plusieurs choses. L'enfant qui se sert d'outils pour découvrir, on ne doit jamais le brimer par ces outils-là. Qu'on le veuille ou non, il faut faire attention. Je suis tout à fait contre le fait de donner des fessées. Mais effectivement, à un moment donné, il y a des enfants qui sont d'une vibration où ce que l'enfant, ça dépend évidemment des cadres, mais un enfant qui peut mourir, mais il peut pas comprendre, puis il continue toujours, puis il peut mourir, la fessée devient un palliatif extrêmement intéressant. Comment le couple devrait fonctionner avec l'enfant? Parce qu'on n'a pas les mêmes idées dans l'immédiat. Par exemple, devrait-on laisser mon mari ou les autres disputer l'enfant et de s'en parler après ou d'intervenir et s'éduquer tous en même temps? Bon. Une chose intéressante, c'est que quand on a un couple, disons, qui est encore relativement, qui s'équilibre assez bien, quand le couple ne va pas, il devrait toujours demander aux enfants quoi faire. Alors, ils veulent se chicaner, là, ils vont chercher l'enfant, puis là, évidemment, normalement, ils ont déjà commencé à chicaner de temps en temps, fait que l'enfant aime pas ça. Alors, ils vont chercher l'enfant, puis ils vont demander à l'enfant, là, on va encore se chicaner, là, fait que, tu connais ça, toi, les chicanes, là? C'est qu'on devrait faire. Fait que l'enfant va répondre souvent, chicanez-vous pas. Il a raison. Bon. On devrait essayer d'inclure l'enfant dans la vie du couple, ce que normalement on ne fait pas. Nous, on rentre dans la vie intime de l'enfant tant qu'on veut, puis quand c'est nos bebelles, l'enfant n'a rien à voir là-dedans. L'enfant a le droit d'être dedans. Et on devrait prendre l'habitude. Ça, c'est évidemment, on s'en égoïse, faut piler un peu sur l'orgueil de l'adulte, parce que normalement, l'enfant, c'est, tu sais, l'adulte est bon. Comment le couple devrait fonctionner avec l'enfant? Bon, c'est évident que si on a dit souvent que le père était là pour taper, puis la mère était là pour consoler. Bon, on va dire franchement, j'espère que c'est suffisamment passé, que suffisamment d'hommes transitifs ici pour cesser de taper, puis suffisamment de femmes transitives pour commencer à taper. Bon. C'est-à-dire que l'éducation se fait des deux. Première chose importante, ne jamais parler d'éducation de l'enfant devant l'enfant. Je parle entre couples.
C'est-à-dire qu'on ne devrait jamais instruire l'autre comment éduquer devant l'enfant. T'sais, pas de même qu'on fait ça, la force de faire ça, il va finir par... Ouais, là, il apprend tout, là, lui, là. Alors, on en parle tous les deux, l'enfant n'est pas là. Si, à un moment donné, devant l'enfant, il y en a un des deux qui fait une connerie, on laisse faire. Quand l'enfant n'est pas là, on en parle. C'est la même chose. Quand un enfant fait une connerie devant ses amis, on laisse faire ou on le prend à part par la suite, puis on en parle. Mais pas devant tout le monde. Bon, parce que l'enfant a suffisamment d'ego pour perdre la face. À un moment donné, il n'aura plus assez d'ego pour perdre la face, puis il sera plus heureux. Est-ce qu'on doit laisser, par exemple, un parent injustement exprimer de l'injustice sur un enfant? Non. Alors, on va dire, oui, mais là, dans ce temps-là, moi, je me mets du côté de l'enfant, puis là, le bonhomme, la bonne femme va penser que toute la famille est contre lui. Je dirais presque tant pis pour lui, ou pour elle. Ça crée des problèmes inécologiques, sauf que l'adulte a plus d'outils pour s'en sortir que l'enfant. Alors, on ne doit pas être du côté de l'adulte pour préserver le couple, au détriment de l'enfant, qui lui a moins d'outils pour le supporter. Alors, à un moment donné, si l'enfant répond c'est injuste, ce que souvent dans ce langage que l'enfant nouveau va avoir souvent, ben évidemment, si on voit de l'injustice, il faudra en parler. Et le problème du couple, ben dans l'éducation, c'est sûr que si le couple finit, il y a des adultes qui vont être, par exemple, pour les fessées de vitam aeternam, d'autres vont être pour le laisser libre total, ben à un moment donné, il faudra que les deux finissent par s'ajuster, parce qu'on ne peut pas fonctionner avec deux cadres d'éducation chez un enfant. Ça ne peut pas marcher. On va dire, on va laisser lui aller, puis il m'a tout raccommodé par en arrière. Ça ne peut pas marcher non plus. Ça ne peut pas marcher. Alors, ce qui fait qu'il faut absolument que les deux individus finissent par acheter les mêmes livres, ou suivre les mêmes séminaires, ou aller dans les mêmes écoles, mais il va falloir absolument qu'ils finissent par s'entendre sur certaines lois. C'est essentiel. Gros travail de couple, mais c'est essentiel. Puis si ça amène le couple à divorcer, ben qu'il divorce. L'adulte a suffisamment d'outils pour supporter la vie, l'enfant, non. Faut pas attendre que le couple divorce malgré tout, ou que les enfants fassent des feuilles ou se ramassent n'importe où. Disons qu'il y a des problèmes. Lorsqu'on a un enfant, on a une responsabilité planétaire. Et évidemment, l'enfant a un rôle à jouer, une fonction à jouer, l'adulte aussi. Mais l'adulte peut le jouer sans l'enfant, tandis que l'enfant pourra pas le jouer sans l'adulte. S'il y a deux adultes qui sont plus portés à se chicaner puis à mettre plus d'énergie sur eux autres que sur les enfants, ben ça équivaut à dire que l'enfant n'a pas d'adulte. Jusqu'à quel âge l'adulte a des responsabilités face à un enfant nouveau qui doit être considéré comme adulte? Bon, l'adulte a des responsabilités face à tout ce qu'il vit. Donc, que l'enfant ait 16 ans, que l'enfant ne reste plus avec eux, que ce soit l'enfant du voisin, que ce soit l'adulte ou la grand-mère en face, un adulte conventionnel, un adulte, disons, convenable, un adulte écologique a une responsabilité face à la vie. Son enfant, c'est un terme extrêmement pénible. Mon enfant, parce que c'est un enfant. L'enfant veut dire qu'il a certaines capacités que souvent l'adulte n'a plus, et il y a des capacités qu'il n'a pas que l'adulte a. À un moment donné, l'enfant sera un humain, l'adulte sera un humain, puis là, ça serait intéressant. La responsabilité n'arrête pas à un moment donné. Sauf qu'on doit aimer l'enfant d'une façon intelligente, donc non pas d'une façon spécifiquement psychologique, d'un amour qui ne permet pas le respect. Alors donc, lorsque l'enfant a 16 ans, s'il veut partir, on le laisse partir. Si l'enfant a besoin d'aide, on l'aide. Il y a beaucoup d'adultes qui disent, par exemple, ben, si tu sors d'ici, tu reviens plus jamais ici. Ça se fait de moins en moins, mais ça s'est fait souvent. C'est assez pour que l'enfant parte, puis si l'enfant reste, c'est pour bénéficier, donc pour voler ses parents. C'est pour bénéficier, évidemment, des parents. Alors, l'enfant doit s'en aller, doit revenir aussi tant qu'il veut. C'est sûr qu'à un moment donné, l'enfant qui devient un enfant têteux, qui reste écrasé à la maison, puis qui est rendu à 37 ans, puis encore là pour têter, ben, on doit le botter le derrière, puis le mettre à la porte. Bon. Alors, il y a une panoplie de choses, donc la question est extrêmement grandiose, encore une fois, donc trop d'envergure. À un moment donné, on va revenir sur ce genre de choses-là, mais l'enfant doit être respecté comme un adulte de sa naissance à aller jusqu'à sa mort. Qu'est-ce qui différencie la psychologie du mental? Bon, il n'y a pas de psychologie mentale, il y a une mentologie, on pourrait dire psychologie, psycho voulant dire âme, alors donc, qu'est-ce qui différencie les deux choses? De plus en plus, l'humain d'aujourd'hui découvre qu'effectivement, il existe chez lui quelque chose de bizarre et quelque chose d'émotif. Il faut mettre des mots là-dessus pour arriver à communiquer ensemble. Alors donc, je parle donc du plan mental, du plan astral, du plan psychologique. Le mental provient du plan psychologique. C'est-à-dire qu'on parle d'un terme astral, c'est-à-dire que c'est un terme qui date de l'Antiquité, d'ailleurs comme l'âme, comme psychologie, psychose, qui date aussi de l'Antiquité, et ces termes sont relativement intéressants et justes. L'astral va être constitué des mémoires, tout ce que l'humain va pouvoir mémoriser au long de sa vie. Alors, je donne l'exemple souvent que lorsqu'une personne est camionneur, ben, si on lui demande de jaser, il va nous parler de camion.
Toute la mémoire qu'il a accumulée est une mémoire de camionneur, ce qui fait que si je dis un jour que les camionneurs sont des maudits sans dessin, il va se sentir frustré. Pourquoi? Parce qu'il vit cela. Alors, ceux qui sont secrétaires parlent de secrétariat, ceux qui sont médecins parlent de médecine, ceux qui sont violeurs parlent de viol. Bon. Alors donc, on a notre mémoire, et cela fait partie de ce qu'on appelle le plan astral, qui va être, disons, qui va être paramétré par l'âme, dans laquelle va vivre des mémoires, les mémoires expérientielles, les mémoires volatiles, l'expérience. Et lentement, ces mémoires, lorsqu'elles sont suffisamment répétées, finissent par constituer l'ego. L'ego s'identifie dans ces mémoires-là, et c'est ce qui, normalement, crée l'homme psychologique. Normalement, l'enfant va commencer à s'identifier lorsqu'il va commencer à dire « j'ai faim » au lieu de dire « Daniel a faim ». Bon. L'identification va se fusionner, va se finaliser vers l'adolescence, vers la crise d'adolescence psychologique, qui normalement, chez l'enfant ancien, se fait en même temps que la crise d'adolescence biologique. L'enfant devient sexué. Alors donc, le mental, c'est quoi? C'est lorsque l'humain finit par se dire « je devrais faire ça, c'est bon, c'est évident, c'est ça ». Puis l'humain... mais je suis pas capable. Il y a la phase émotive, la phase psychologique qui domine encore, il y a la phase mentale qui commence à intelligencer les choses. L'humain qui se dit, c'est vrai que fumer, c'est pas bon. C'est mental. L'humain qui se dit, je devrais arrêter de fumer, ça peut être psychologique. Il a appris que c'était pas bon. Mais l'humain qui le vibre et qui se dit, oui, mais c'est bien beau, mais ça se fait pas de même. C'est mental. Puis l'humain qui continue à fumer peut fumer mentalement. L'humain qui, à un moment donné, a besoin de cigarettes, c'est astral, c'est psychologique. L'humain qui va acheter un auto, qui choisit l'auto pour sa beauté, fait un choix émotif. L'humain qui choisit l'auto pour sa rentabilité, fait un choix mental. L'humain qui, à un moment donné, est capable de faire des choses qu'il n'aime pas faire, mais il les fait parce qu'il sait que ces choses doivent être faites, fait des choix mentaux. L'humain qui fait les choses qu'il aime faire, mais qu'il ne peut pas faire les choses qu'il n'aime pas faire, est un humain hautement